j'ai la tâche facilitée parce que tout le monde a développé la partie théorique depuis ce matin. J'ai la chance de passer après Hélène, qui est ma collègue, donc qui a fait la théorie sur le développement du langage. Et je m'associe avec tout ce qui a été dit depuis ce matin, avec évidemment la nécessité d'interaction pour le développement du langage et puis pour le relationnel avec les parents, pour éviter les enfermements dans les tablettes. Et donc, en ce qui me concerne, effectivement, j'utilise les tablettes, et donc pas spécialement que iPad, mais les tablettes en général et les applications dans ma pratique orthophonique pour tout un tas de sujets. Mes objectifs principaux sont évidemment de remotiver par rapport à une compétence. L'outil, l'iPad, la tablette, ce n'est qu'un outil parmi tous mes jeux ou le papier-crayon qui va être utilisé évidemment. Et donc cette remotivation, elle va intervenir à différents moments de la rééducation. Au démarrage, quand on a des patients qui nous viennent et qui ont un rapport au langage écrit complètement détérioré par des difficultés scolaires importantes et qui veulent plus se confronter au langage écrit, pour un petit bout de chou qui n'a pas très envie de répéter ce que je suis en train de lui dire, eh bien on passe pendant un temps par la tablette. Pour des troubles attentionnels, parce qu'on va parfois passer plus de temps à ramasser des petites cartes de mémoire ou de jeu plutôt que d'être dans le travail. En tout cas, ça va être qu'un passage pour aboutir à la compétence finale qui doit se réinsérer dans la vie quotidienne et la vie scolaire du jeune. Ça, comme vous l'avez tous décrit dans vos interventions, la tablette va augmenter l'attention, parce que d'abord c'est attrayant, c'est prévu pour, et régulièrement dans nos pratiques, on observe que si j'ai un enfant qui a un trouble attentionnel, quand on travaille avec un jeu, on est souvent en train de le ressolliciter. Ah, c'est à toi de jouer, prends 2 cartes. Quand il s'agit de la tablette, il n'y a pas besoin d'augmenter d'être là pour soutenir l'attention de l'enfant. Elle est là par la tablette. Alors ça ne peut durer qu'un temps, bien évidemment. Donc les conditions pour utiliser la tablette, comme je disais tout à l'heure, c'était que la tablette n'est pas évidemment une fin en soi et qu'elle doit s'insérer dans un process qui est pour arriver en bout de course à faire exactement la compétence qu'on nous demande, et en l'occurrence en termes de langage oral dans la vie de tous les jours quand on s'exprime, et au niveau scolaire. Et donc, un exemple particulier, c'est la trace écrite. On a des jeunes qui arrivent avec une espèce de phobie du crayon, une phobie de l'orthographe, une phobie de laisser une trace. Par la tablette, on va encourager le fait de pouvoir se réapproprier ce langage écrit par différentes applications. J'ai des petites vidéos, je vous montrerai tout à l'heure. Et en fait, on va faire un aller-retour entre la tablette et le papier-crayon. Tablette qu'on va utiliser systématiquement avec un outil scripteur, de manière à garder ce geste qui est le geste final du papier-crayon, et donc avec les stylets, bien évidemment. Et donc on peut dessiner, on peut écrire, on peut apprendre sur une tablette un mot de vocabulaire, l'orthographe d'un mot de vocabulaire qu'on n'aurait absolument pas eu envie on n'aurait pas eu envie de se pencher sur la question, alors qu'à travers la tablette, alors là, toutes les problématiques s'envolent, puisque c'est tellement attrayant. Ce temps est à répartir, comme je l'ai dit, et par contre, il n'y a pas trop de négociations, j'avoue, par rapport à ce qui a été dit c'est-à-dire qu'on a quand même une structure rééducative à suivre, et donc l'application, elle va être choisie par moi. Et d'ailleurs, alors
je module, puisque je suis dans quand même, d'abord dans la bienveillance, dans la relation avec le patient qui est là. Et puis, mon envie, c'était qu'il soit content, que ça ait un attrait. Donc, il n'est pas question pour moi de casser le travail que j'ai voulu faire avant. Par contre, il est important de rester dans ce fameux cadre et de savoir que c'est du travail. Et c'est pour ça que la tablette dans le cadre orthophonique, c'est pas du tout la même problématique que la tablette dans le cadre de la maison. Et les enfants ne se trompent pas d'ailleurs, c'est-à-dire que pour eux la tablette c'est bien un travail. Ouais, ils ont bien compris que quand ils venaient en séance, c'était pas pour jouer avec la tablette, qu'il y avait un objectif derrière cela. Et du coup il y a à la fois l'attrait est conservé, puis il n'y a pas de résistance particulière. Alors, il est vrai que Hélène a parlé de l'autisme. C'est clair que, par exemple, j'ai une population de patients autistes assez importante. Et pour eux, c'était même une obligation d'entrer en matière pour pouvoir, derrière, se familiariser avec un outil, avec un travail, ne plus en avoir peur. Je dirais un peu pourquoi ils n'en ont pas peur, mais c'est valable aussi pour tous les autres patients. Et que du coup, à travers ce médiateur de la tablette, une fois qu'un mot a été approprié, une fois que soit à l'écrit, soit à l'oral, entendu de multiples fois, parce que c'est tellement amusant de réappuyer sur le bouton et de réentendre le même mot. Ces patients autistes, par exemple, vont acquérir ce vocabulaire et après, on peut soustraire la tablette et revenir tranquillement à la vie réelle avec ces apports-là. Les avantages d'une tablette, c'est que la tablette, elle est d'une humeur totalement égale. C'est-à-dire que quelle que soit l'heure du jour où j'arrive chez l'orthophoniste, de toute façon, la tablette, elle me dira jamais les choses avec un ton pas comme je voudrais, en tout cas. Voilà. Et il est toujours équivalent. Elle est têtue. Quand je me trompe, là, je peux m'agacer devant, je peux la pousser, je peux lui demander 10 000 fois, enfin lui proposer 10 000 fois la même réponse. Elle va dire oui ou non. Voilà. Et elle dit pas oui ou non à moi, elle dit oui ou non au travail qui est effectué. Elle est inflexible, ça va avec têtu. C'est-à-dire qu'elle va continuer à dire non. Elle est colorée, musicale, ça c'est tous les attraits dont vous avez parlé juste avant. Et elle n'a pas de jugement s'il y a une erreur. J'ai marqué, elle ne respire pas de travers quand il y a une erreur. Quand les parents assistent aux rééducations, alors c'est particulièrement flagrant quand on aborde le langage écrit où les enfants ont un crayon, un papier crayon, ça y est, on est passé. Même le parent, il peut être un tout petit peu en retrait, n'empêche, il fait. Et d'un coup, il y a une espèce d'apnée que l'enfant sent de toute façon, parce que c'est des canaux à émotion. La tablette, il n'y a rien de tout ça. C'est-à-dire, j'écris juste, j'écris faux, c'est pas grave. Rien n'est grave en fait. Je peux faire des essais, je peux faire des erreurs. Donc si c'est faux 10 000 fois, elle va me dire 10 000 fois. Si par contre, quand c'est juste, elle me félicite agréablement. Et donc, il n'y a pas de regard jugeant par rapport à ça. Pour les apprentissages, alors très concrètement, on peut presque tout faire. Pour les petits, classer des images. Quand vous êtes avec des petites cartes, souvent ça part un peu dans tous les sens. Avec la tablette, pouf, les cartes sautent pas, on perd pas de temps à ça. Pour autant, il n'est pas question que je ne travaille qu'avec la tablette, parce que la manipulation, c'est ce qui va construire le développement, tout ce qu'a expliqué Hélène précédemment. Donc je vais pas y revenir, mais la manipulation est vraiment fondamentale. Donc, par contre, moi je m'appuie sur les avantages de ces tablettes, et donc les classifications, les histoires en images. Il arrive parfois des gens un peu qui veulent absolument ranger une image dans un certain sens, même si quand ils me racontent leur histoire, ça n'a pas forcément de sens, justement. La tablette, elle va invariablement dire non, le gros ballon qu'on gonfle, il va éclater que quand il est énorme. Il ne va pas éclater quand il est tout petit. Ou alors, il faut que tu m'expliques pourquoi.
on peut. Alors, il y a un bémol, c'est les puzzles, parce qu'il existe des applications qui font faire des puzzles aux enfants. Mais alors là, le puzzle, c'est l'exemple même de la manipulation, de la nécessité de manipulation avec l'orientation de la pièce. Donc là, c'est un intérêt un peu moins grand. J'avais une de mes filles, quand elle était petite, elle supportait pas de colorier et de dessiner parce que c'était pas parfait. Alors, par contre, elle coloriait, elle dessinait parfaitement sur tablette. Et bon, aujourd'hui, elle est dans une grande école de communication et elle dessine toute la journée. Donc ça l'a pour autant pas empêché, mais elle avait besoin de cette perfection. Et donc la tablette, elle lui a permis de passer au dessin. Et puis après, d'aller vers le vrai papier crayon. Le geste graphique, j'en ai parlé, puis vous verrez une petite vidéo après. Les tables, qui sont quand même rébarbatives, mais alors avec l'aide des tablettes, ça va bien plus vite. L'orthographe, bon, j'en reviens à mes petits patients autistes et à mes plus grands patients autistes, mais ils apprennent énormément de choses, et notamment l'orthographe. Ça les rassure énormément d'avoir quelque chose qui est toujours assez routinier finalement, hein, puisque la tablette va toujours dire donc le fameux oui, le fameux non. Et après, pour les patients qui ne sont pas autistes, je dirais, ils sont pas dupes. Ils savent très bien que si on bosse l'orthographe sur la tablette, d'abord, c'est pas d'une coolitude exceptionnelle, malgré le côté tablette, mais qu'on va passer en papier crayon après. Donc, ils connaissent l'enjeu. Et parfois, finalement, quand je leur propose plus grand, est-ce que tu veux travailler avec la tablette ou sans la tablette, ils ne sont pas forcément à réclamer la tablette tout de suite, parce qu'ils ne sont pas dupes du côté travail qu'il y a derrière cela. Pour autant, quand on arrive en fin de rééducation, pour remotiver, pour redonner du souffle quand ils sont fatigués, eh ben, on peut l'utiliser et ils sont quand même assez contents. Il y a une application pour l'orthographe qu'ils adorent et qu'ils nous réclament pour le coup, y compris les grands, et que je vous montrerai tout à l'heure. Alors, un petit exemple pour le geste graphique. Donc là, c'est une application, vous voyez qu'il y a le stylet. C'est une application qui permet ou de dessiner ou d'écrire. Donc, et avec beaucoup de paramétrage. Ce qui va être, dès que c'est du langage, ça va être prononcé. En l'occurrence là, pour entraîner le geste graphique, l'enfant peut s'arrêter n'importe quand, ça ne va pas défaire tout ce qu'il a fait. Par contre, il peut difficilement sortir, il peut pas d'ailleurs, sortir du juste geste graphique et du fait de faire le rond du A dans le bon sens. Là, j'ai changé les paramètres et j'ai fait en sorte que le modèle disparaît au fur et à mesure. Voilà. Et je ne peux pas m'arrêter n'importe où, je dois avoir un geste qui va du début à la fin. Donc ça me permet, chez les petits, chez les dysgraphiques, de s'entraîner d'une manière sympa. Puis en plus, après, il y a selon des étoiles. En plus, les petits modèles changent à chaque fois. Et ce qui m'intéresse dans cette application, c'est que je peux créer des listes. Et donc, c'est moi qui vais mettre le vocabulaire dans la liste de l'enfant. Et donc, vous avez exactement le même suivi, le même geste graphique pour le mot qui va se dérouler. Il va être prononcé. Le fait que je sois à côté, en l'occurrence, bon là ça se voit pas évidemment sur la vidéo, mais je vais par exemple articuler en même temps que l'enfant écrit. Ça, si je laisse l'enfant seul sur la tablette, c'est quelque chose qui va pas pouvoir être apporté en supplément, alors que c'est quelque chose dans la rééducation orthophonique pour la conscience phonologique et pour la prise en compte du son qui est en train d'être écrit et de faire ce lien entre l'écrit et l'oral est très important. Donc, tout ce qui a été dit encore une fois avant, avec la présence de l'adulte. Donc là, c'est un memory. Voilà, on ne voit que les mains c'est un memory de mots pour avoir entraîné une lecture plus rapide. Et vous voyez les gestes du petit qui est tout content d'avoir gagné. Les mots peuvent être... je peux exiger que les mots soient prononcés par lui. Je peux les dire moi. C'est tout à fait modulable. Je retente la vidéo précédente. Et si jamais ça ne part pas, ben tant pis. On montrera les suivantes. Mais au moins, ça y est, je vais pouvoir la lancer. Donc là, c'est une application... alors,
Après coup, je me suis rendu compte que j'avais peut-être fait un petit peu de pub parce que il se trouve que c'était les mêmes, les mêmes développeurs. Là, l'enfant va être vraiment guidé sur l'orthographe du mot. Ça va être articulé en même temps, c'est pas moi. S'il met 10 fois le T en 3e position, ça ne va évidemment pas marcher. Et sur le petit, il avait la possibilité d'aller chercher le modèle. Le modèle se cache automatiquement. Donc, ça développait sa représentation mentale tout en lui laissant une aide supplémentaire sur le fait qu'il n'avait que certaines lettres qui étaient allumées. Là, hop, je vais retomber sur le même problème que tout à l'heure. Ah non, c'est bon. Là, c'est pour développer le sens de la lecture et le côté attentionnel avec tout un tas de... Donc, ce ne sont que des exemples. De paramétrage. Et en l'occurrence, là, on doit aller trouver la lettre P et la lettre D dans l'ordre. Si on en a oublié une, ben, ça ne va pas marcher. Si on ne suit pas l'ordre de lecture, le sens de lecture, ça ne marchera pas non plus. Et ça, outre un avantage, c'est qu'à la fin, j'ai le temps de... Bon, là, il se trouve que c'est moi, donc ça m'intéresse peu. Mais à la fin, j'ai le temps que l'enfant a mis et un pourcentage de réussite. Donc, ça permet d'avoir des repérages statistiques sur les compétences de l'enfant. Et puis... hop, voilà. Alors celle qu'ils aiment bien, qui me réclament pour le coup, y compris les grands, c'est celle-ci. Parce que celle-ci, ce sont des histoires drôles. Et ces histoires drôles, elles ont des fautes d'orthographe. Et ces fautes d'orthographe, il va falloir évidemment les retrouver. Il y a quand même une petite aide, parce que là, il sait qu'il n'y en a que 3 dans le texte. Mais tant qu'il n'a pas trouvé trouvé les fautes d'orthographe et l'enfant ne les a pas corrigées, il n'a pas la chute de l'histoire drôle. Et donc du coup, bien évidemment, ça leur dit bien ça leur dit bien d'avoir la suite. Ça permet évidemment à l'orthophoniste que je suis de les faire lire sans en avoir l'air. Et puis ensuite, de leur demander de me raconter. Donc là, voilà. L'histoire, c'est est-ce qu'on peut être puni parce qu'on n'a rien fait? Mais non, bien sûr, Toto, on ne peut pas être puni. Bon, ça tombe bien, j'ai pas fait mes devoirs. Voilà. Donc, hop. Alors, je vous ai mis un petit merci de l'attention que vous avez portée à ce petit diaporama. Je vous l'ai mis évidemment à main levée avec la tablette qui permet toute ce joli arc-en-ciel. De mettre un smiley un peu raté parce que je suis quand même pas très très douée, mais il y a encore plein d'autres applications chez les adolescents au niveau mathématique, sur les fractions. Enfin bon, bref, c'est infini. Pour les remotiver, ça peut être très intéressant. En revanche, on s'enferme pas comme tout ce qu'on a dit avant, et c'est avec soit avant, soit après, mais manipulation obligatoire, discussion autour de ça. Voilà, merci. Sur les études qui ne mettraient pas en avant effectivement l'effet délétère des écrans au niveau du langage, est-ce qu'il n'y a pas d'études ou est-ce que les études n'arrivent pas à prouver cela ou ne vont pas, enfin voilà. En lien avec la tablette numérique tactile? C'est bien ça? Oui, voilà, c'était ça. Non, c'est que les études montrent qu'il y a pas ça n'entraîne pas de retard particulier de langage et que c'est pas forcément néfaste. Mais c'est des études qui sont assez récentes et donc du coup c'est pour ça que les chercheurs quand même amènent à de la prudence et surtout insistent sur l'accompagnement qui est très important et la diversité des activités. Mais comme en fait c'est que la tablette finalement correspond à l'intelligence sensorimotrice du jeune enfant et donc à son besoin d'agir avec son corps et qu'en fait il agit finalement avec son corps directement sur la tablette. Et c'est en ça que ça peut être adapté à l'intelligence de l'enfant. Mais voilà.
Voilà, donc il y a des études. J'ajouterais le fait que quand on utilise la tablette, on est plus actif. Il y a forcément un choix qui est réalisé, un choix qui va être limité dans le temps, parce qu'à un moment donné, l'application va s'arrêter, et donc on va devoir faire un autre choix. Alors que face à un écran, alors je parle pas des jeux vidéo parce que ça c'est encore différent, mais même, je remarque que les jeux vidéo et la télévision, on peut y rester un temps. Il y a pas cette notion de temps et d'arrêt. Dans la tablette, à un moment donné, la tablette s'arrête. Alors il y a des questions. J'en profite pour quand même parler de l'école Zébrel et de Gaël Ménard qui va poser sa question et qui a ouvert donc cette classe pour enfants OIP 10 et autres d'ailleurs, enfants avec des modalités de fonctionnement atypiques et qui d'habitude intervient pour nous, mais là est juste avec nous dans le public. Oui, j'avais une remarque par rapport aux tablettes. Moi, j'ai vu récemment des études sur les effets psychomoteurs et notamment sur des enfants qui ont après des difficultés de préhension sur le plan musculaire du fait d'avoir trop utilisé l'index essentiellement, voire le pouce, mais des enfants qui après auraient quand même du mal à avoir une bonne préhension pour prendre un stylo en main, pour manipuler. Donc c'est vrai que sur le langage, on n'a peut-être pas encore de données. Par contre, attention, à ce niveau-là, et également, moi je me pose la question sur le plan du symbolique parce que ils sont quand même toujours sur un écran et comme on a parlé effectivement, ce positionnement par rapport aux émotions, qu'est-ce que je ressens et qu'est-ce qu'on peut faire après pour rattraper ce qui n'a pas été mis en place tout petit. Par rapport aux tablettes, c'est pour ça que je disais tout à l'heure crayon scripteur, stylet scripteur obligatoire. Le top, d'ailleurs, c'est plus crayon scripteur plutôt que stylet. Vous avez peut-être pas observé, mais sur les vidéos, c'est un crayon positionné à l'envers sur lequel il y a le petit embout en mousse là, voilà. Et je prends cela plutôt que les stylets prévus qui sont beaucoup plus fins, mais qui sont beaucoup moins proches du crayon classique, puisque l'objectif final étant de toute façon de revenir à ce qui est tout à fait fonctionnel et utilisé en classe. Voilà. Alors, et c'est pour ça que je disais, pour votre deuxième aspect de la question, c'est que la tablette, oui, mais quand on est accompagné. C'est-à-dire que l'orthophoniste, en l'occurrence, quand je suis en situation de rééducation, c'est pour ça que je disais que tout à l'heure, le cadre n'était pas tout à fait le même, c'est qu'on va interagir ensemble sur ce qui se passe sur cette tablette. En fait, c'était pour ça que je voulais rajouter une petite phrase parce qu'effectivement, je vois des parents qui pensent bien faire en mettant des outils avec une tablette où on apprend à écrire, on tient le stylet et ils sont tout fiers de me montrer ça et je vois des enfants qui tiennent le stylet comme ça, en écrivant comme ça et je me dis, non, en fait, on est en train de créer un autre problème. Et d'où l'importance de l'accompagnement et des explications. Et de la guidance parentale, bien sûr. Après, selon si les devoirs sont une source de conflit, c'est toujours pareil. Tout dépend si c'est quelque chose qui est complètement récurrent et qui est fait tous les soirs de cette manière-là, ou si c'est simplement une transition, un passage et un médiateur. Et donc ça fait partie de l'éducation et de la guidance parentale qu'on a à faire. Soit en tant qu'orthophoniste, soit en tant que professionnel. Là, je pense surtout aux parents de tout petits, où on a quand même un effet commercial, beaucoup de publicité en disant que si on fait faire telle et telle chose à son tout petit, il va bien écrire, il va bien lire. Et c'est là pour le coup, les enfants font ça avant même parfois de rentrer à l'école ou en maternelle, donc il n'y a pas une question de devoir. Et après, on rattrape à l'école du coup ces mauvaises habitudes qui ont été prises. Donc, d'où l'importance d'utiliser la tablette plus tard avec une guidance de l'orthophoniste ou bien accompagnée. Oui, en fait, je voulais rebondir sur ce que tu dis, Gaëlle. En fait, on pourrait penser, et je pense que dans l'imaginaire des parents, il y a un petit peu de ça, c'est que lorsque un enfant maîtrise une technologie de ce genre le plus tôt possible, forcément, il est ou il va devenir plus intelligent, tout comme lorsqu'il maîtrise les mathématiques, on suppose que il y a quelque chose de bien plus intéressant et de bien plus cortiqué, on va dire. Mais ce qui n'est pas forcément exact. Enfin bon. Par contre,
je trouve quand même important de dire, et j'ai été choqué, je dois de l'admettre, dans une de mes consultations. Je le constate de temps en temps, mais dans ma salle d'attente, il y a 3 gros tiroirs avec plein de matériel. Alors, des mécanos, je ne dirais pas que c'est que pour les garçons, mais les filles aussi peuvent s'en servir. Il y a des morceaux de bois qui servent à faire de la construction de ce qu'on veut. Et puis des Legos, tout simplement, plus simplement, qui s'emboîtent. Et dernièrement, je voyais un jeune garçon qui doit avoir 7-8 ans. Et il n'arrivait pas à, effectivement, comme on l'a dit ce matin, à s'empêcher de fouiller dans le sac à main de sa maman pour prendre le téléphone, parce que, étant en interaction essentiellement avec sa maman, pour qu'elle m'expose ses difficultés, lui était un petit peu plus passif et donc a déclenché de l'ennui, et c'était extrêmement désagréable pour lui. Donc pour changer un peu son mal-être, je l'ai invité à aller jouer à côté dans la salle d'attente. Et au bout de je lui dis, je vais voir, il y a plein de trucs. Et au bout de j'ose pas dire secondes, mais peut-être 2-3 minutes, il a dit, ça y est, c'est bon. Et donc, curieux, j'ai invité la maman à aller voir la production qu'avait pu faire ce jeune garçon. Et en fait, il y avait 3 morceaux de bois empilés les uns sur les autres, un pauvre train, une pauvre locomotive renversée qui n'était même pas à droite, et 2 rails qui étaient mis bout à bout. Et je me suis dit, par rapport à la construction que font certains autres enfants qui retournent complètement le tiroir et qui ont tout assemblé, tout construit, je me dis que là, on a aussi un appauvrissement très très fort. Et la maman m'expliquait qu'effectivement, elle se servait de son téléphone comme de quelque chose qui lui donne la paix, en fait, parce que sinon, l'enfant réagit vraiment mal. Et j'ai trouvé ça extrêmement triste. Et cette maman s'est rendue compte que son enfant, à 8 ans, ne faisait que rien, en fait, avec un autre matériel. Et donc, je me suis interrogé sur cette chose-là. Et c'est vrai que ce matin, on a parlé des jeux vidéo et des jeunes. J'entends bien qu'il y a une addiction. Alors, pour connaître des fabricants de jeux vidéo, ne nous leurrons pas. Dans les années 80 où j'ai commencé, les constructeurs s'amusaient follement autant que les joueurs. On est en 2019, les constructeurs ne s'amusent plus du tout, en fait. Bon, je n'entrerai pas dans le détail, mais non, ils ne s'amusent plus du tout. Par contre, si je joue à un jeu de guerre, alors bon, on va prendre des jeux où il y a des épées, où il y a des arbalètes, on peut développer sans doute des compétences. J'ai même vu que pour l'orthophonie, les jeux vidéo pouvaient avoir un certain intérêt, notamment dans la vitesse de traitement de l'information, qui est assez gênée chez les enfants qui ont des soucis, notamment de lecture. Sauf que lorsque je tiens une épée dans ma main, je vais avoir des galères d'espace, je vais avoir des galères de poids, de masse, d'encombrement, de mal à l'avant-bras ou au biceps, à l'épaule. Et si j'ai passé 2 heures à utiliser mon épée, pour l'avoir fait, je n'ai pas tenu 2 heures, je vais avoir des réactions de mon corps qui sont complètement absentes dans le jeu vidéo, que ce soit un fusil ou que j'ai passé du temps à courir. Et en fait, cette coupure du réel, on en a parlé aussi ce matin, mais cette coupure de la sensorialité kinesthésique, elle me semble assez dommageable, parce que mais voilà, c'est-à-dire qu'on peut être leurré par des programmes qui sont super bien faits et pourtant qui ne sont pas biologiquement, neurologiquement ou cognitivement adaptés. L'autre petite chose que je voulais quand même glisser aussi, c'est que face au désarroi des parents qui ne savent pas comment arrêter cette console qu'ils ont achetée. Enfin, récemment, il y a même une maman qui me dit « J'ai acheté la console pour mon mari et c'est mon fils qui s'en sert. Et donc mon mari, il laisse faire. » Et je me suis dit « Oui, mais votre mari, il a trouvé un copain de jeu. » Souvent, c'est compliqué à l'inverse, mais le mari, il avait trouvé un copain de jeu. L'embêtant, c'est qu'effectivement, on a des familles qui achètent un outil pour leurs enfants qui va jouer avec d'autres gens. C'est-à-dire qu'il n'est plus dans la famille, il est avec d'autres gens quand il joue pas tout seul. Et je me dis qu'on a quand même, en France, pour être un joueur assez
peut-être pas compulsif, mais je joue beaucoup. Il sort environ 300 jeux, non pas vidéo, mais des jeux avec des vraies cartes, avec des vrais pions, avec des vrais gens devant nous à une table. On est obligé de jouer avec eux. 300 par an, c'est un marché qui est gigantesque, qui n'a rien à voir avec le marché du jeu vidéo, mais qui permet à des gens d'être en face les uns des autres. Et par rapport à la communication dont on a quand même dit quelques mots aujourd'hui, j'aimerais quand même dire que ce qui va manquer dans les interactions, enfin moi ce que je constate des jeunes qui jouent avec les jeux vidéo, c'est qu'on a souvent des cris, de l'agressivité, des interactions qui sont assez brutales, notamment quand il y a un leader qui doit donner des ordres aux autres, et je comprends qu'il y a un peu de... Et là, avec des jeux qu'on appelle des jeux de plateau, je parle pas du Monopoly parce que c'est pas un jeu, mais des vrais jeux où il y a des vraies règles à se rappeler, où il y a un tour de jeu et il faut que les gens attendent, on a des interactions qui sont beaucoup plus humaines et qui nécessitent que je me contrôle, que je sache ce que je veux dire, que je fasse des vraies phrases, et je vais pas pouvoir me lever en envoyant toutes les pièces à la figure des autres qui sont là, alors que parfois il y a des parents qui rapportent que leur enfant est capable de lancer la manette, de casser le téléviseur ou de mettre des coups dans sa PlayStation. Et je trouve ça dommage parfois parce que ça n'arrive pas quand on joue à des jeux de plateau. Voilà. Alors, je suis pas tout à fait d'accord parce que je me rappelle que quand j'étais petite et que je perdais, quand même, j'envoyais balader les petits jetons et que ça arrivait tout de même et que comme on l'a, alors je rejoins évidemment parce que la manipulation, l'expérience par le corps, c'est fondamental et donc voilà, ça n'empêche que aujourd'hui on est un peu obligé de faire avec ce monde-là. Et que, à condition d'être dans l'interaction et dans la juste mesure. Voilà. On peut indiquer les ludothèques aux parents, on le leur indique, on joue avec les enfants. C'est de la guidance parentale, je pense, qu'il est nécessaire de faire et d'utiliser à bon escient les deux versants des outils, mais en étant dans l'interaction. J'ai ici une question en attente pour Hélène Hubert et je pense que ce sera la dernière pour qu'on puisse ensuite enchaîner avec le pôle enseignant pour pouvoir continuer la journée. Oui, je voulais revenir sur la dimension d'interaction. Vous avez dit combien les interactions avec l'adulte étaient importantes pour l'enfant avant 3 ans, pour le développement du langage notamment. Et que l'exposition à la télévision, donc qui est un média passif, était problématique de ce point de vue-là. Mais du coup, comment apprécier l'investissement par des enfants, des fois avant 3 ans, des dispositifs interactifs? Et est-ce qu'il n'y aurait pas lieu du coup de distinguer une interaction intersubjective et d'une interaction homme-machine? Alors, votre question, c'est finalement, est-ce qu'on doit différencier l'interaction de l'enfant avec... Oui, effectivement, il faut différencier l'interaction de l'enfant avec la machine et l'interaction avec l'homme, parce que l'enfant, pour développer son langage, va avoir besoin de l'interaction avec un humain. Et l'interaction avec la machine, finalement, en tout cas dans le sens dans lequel je l'employais, ce sera pas une interaction qui va porter l'enfant pour s'ajuster en fait. C'est-à-dire que l'homme va s'ajuster à son bébé, va répondre à ses pleurs, à ses agissements, ensuite à ses premiers mots, à son comportement non verbal puis verbal, alors que la machine ne pourra pas s'adapter à l'enfant. Et c'est en ce sens-là, finalement, que le tout petit va avoir besoin d'une interaction avec un humain qui pourra s'adapter à ses comportements et mettre des mots sur ses pleurs, puis sur ses comportements non verbaux, et le porter finalement par le langage pour l'aider à développer son propre langage à lui.